Suite à la vidéo précédente, dans laquelle nous traitions l'organisation de l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, cette vidéo viendra continuer ce long périple que nous avons décidé d'entamer avec vous. Dans cette vidéo, on évoquera le premier tour de l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Alors, on verra comment est-ce que cette élection a été, aussi bien dans le cadre de la télévision, donc des médias, dans le cadre juridique, mais dans le cadre des campagnes et de tous les candidats, aussi bien ceux qui ont été acceptés que rejetés, mais on évoquera en tout début de cette vidéo le cas de la CEI. Alors, dans cette vidéo, on parlera en profondeur du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, si vous êtes bien installé, prenez une feuille et un stylo, c'est parti. Alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle d'octobre 2010, il fallait d'abord et avant tout établir une liste électorale fiable. En ce sens, il faut préciser que le matériel lourd a été entièrement financé par l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. C'était la fourniture des véhicules ou du carburant nécessaire par exemple. Ainsi, grâce à un financement de l'ambassade du Japon, à travers le panier des fonds du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un montant de 450 millions de francs CFA donné par le Japon, l'Union européenne et la Suisse a permis l'allocation d'une somme supplémentaire de 50 000 francs CFA à chaque président de CLE, Commission électorale locale, pour qu'il puisse louer des véhicules additionnels éventuellement nécessaires. La phase d'enregistrement biométrique qui a été réalisée par une société privée de droit français, la SAGEM Sécurité, étant tellement complexe, cristallisant même le manque profond de confiance entre les partis politiques, s'est prolongée au-delà des 6 semaines initialement prévues et a duré 10 mois, en l'occurrence de septembre 2008 à juin 2009. Ceci a été effectué aussi à l'étranger pour les Ivoiriens de la diaspora. Au total, la SAGEM a enregistré 6 636 263 formulaires, dont 6 348 253 individus, dont 96,32% de 18 ans et plus. Le bémol résidait donc au niveau des chiffres prévus comparé aux résultats obtenus. En fait, la primature a présenté une estimation de 2005 établie par l'INS sur la base des données démographiques issues du recensement général de la population et de l'habitat de 1998. La population cible correspondait à 8 663 149 personnes. En raison de blocages persistants de la part de certains partis politiques qui mettaient en doute la qualité du processus, la base de données ainsi obtenue a finalement été croisée avec un ensemble de fichiers dits historiques. C'était notamment la liste électorale de 2000, le fichier fusion ivoirien et le fichier fusion étranger qui ont permis cela. En novembre 2009, à l'issue de ces croisements, la CEI a publié 2 listes, l'une blanche comprenant 5 277 392 électeurs, dont 83,13%, et l'autre grise avec 1 106 861 cas dits litigieux. Parmi les cas litigieux, 19 286 étaient des pétitionnaires rejetés par le système lors des traitements informatiques. Plus concrètement, il y avait par exemple les formulaires invalides, les formulaires orphelins, des photos inexploitables et autres, alors que 23 194 pétitionnaires apparaissaient comme doublons alphanumériques. En français facile, il s'agit du même pétitionnaire enregistré plusieurs fois, avec finalement 1 064 381 pétitionnaires qui n'étaient retrouvés dans aucun des fichiers historiques. Pour le spécialiste de géographie électorale, M. Christian Bouquet, cette liste aurait dû, selon les projections effectuées d'après le dernier recensement disponible en 1998, comporter autour de 8 millions d'électeurs. A noter que la liste de 2010 ne comportait au final que 200 000 noms de plus que celle de 2000, alors que la population totale est passée entre autres de 16 à 21 millions d'habitants. La phase du contentieux a été caractérisée par plusieurs interruptions et par un manque d'informations des populations sur son déroulement, puisque moins de la moitié de la population sur la liste grise a présenté une réclamation. Cet événement a conduit à l'adoption de plusieurs modes opératoires différents, définis sur la base des accords politiques de Ouagadougou, et ont enfin débouché sur l'adoption d'une nouvelle liste électorale provisoire en juillet 2010. Parallèlement au contentieux, la CEI, sur requête du camp présidentiel, a décidé d'effectuer une vérification complémentaire, d'abord électronique puis manuelle. Celle-ci a conduit au retrait temporaire de 55 948 électeurs de la liste provisoire, assortie d'une promesse de résoudre ces cas après les élections présidentielles. Ces personnes n'ont pas été informées du retrait de leur nom de la liste et n'ont pas pu saisir la juridiction compétente pour régler le cas.
À l'issue de cette procédure particulièrement complexe, une réunion du cadre permanent de concertation abrégé CPC, qui est selon l'accord politique de Ouagadougou un organe de veille et de dialogue permanent compétent pour examiner toute question relative à l'accord, est composé du président Laurent Gbagbo, du secrétaire général des Forces Nouvelles Guillaume Soro, du président du RDR Alassane Dramane Ouattara, du président du PDCI Henri Konan Bédié et surtout du président du Burkina Faso Blaise Compaoré. Cela a permis le 6 septembre 2010 aux principaux acteurs politiques ivoiriens de s'accorder sur la liste électorale définitive qui comptait 5 725 720 personnes, ensuite certifiées par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Yung Ching Choi, qu'il a jugé, je cite, solide, équilibré et crédible. Toutefois, la liste électorale définitive n'avait jamais été officiellement reconnue par l'ensemble des parties prenantes. Elle apparaissait comme le fruit d'un accord politique entre les trois poids lourds de la politique ivoirienne et comme l'aboutissement d'un long et complexe processus technique. Au final, elle comprenait 1 285 020 électeurs au nord, 4 406 944 au sud et 333 756 à l'étranger. 1 766 361 électeurs, soit 30,85% du collège électoral, étaient des individus âgés de 18 à 27 ans et 1 713 056, soit 29,92% de 28 à 37 ans. Les femmes étaient présentes à hauteur de 50,22% dans la liste électorale définitive. Quoique publiée en ligne, la liste électorale définitive n'a été affichée ni dans les bureaux de vote, ni dans les CLE, commissions électorales locales. Les bureaux de vote ne disposaient que de la liste d'émargement le jour du scrutin. Après cette étape, il fallait distribuer les cartes d'électeurs et les cartes d'identité nationale afin de permettre aux enrôlés de voter. La période de la distribution conjointe des cartes d'électeurs par la CEI et les cartes d'identité par l'ONU a duré plusieurs semaines en octobre 2010 avec l'appui logistique de l'ONU et l'UNOPS. Il faut préciser que cela a permis le retrait de 85% des cartes. Le solde des cartes d'électeurs avait été mis à disposition dans les bureaux de vote les jours du scrutin. La CEI avait prévu un mécanisme de réclamation en cas de rush sur les cartes, mais aucun dispositif permettant aux électeurs de voter, sinon en possession de la carte le jour du scrutin, mais tout cela a traîné jusqu'à la fin de la semaine de vote du premier tour. Il faut préciser que malgré cela et dans l'optique d'accélérer le processus, le vendredi de cette semaine a été décrété férié. Les Ivoiriens se sont plaints pendant la réception de leurs cartes. D'aucuns avaient la carte d'électeur sans la carte d'identité nationale, d'autres étaient dans l'attente depuis des heures et les Ivoiriens se plaignaient dans tous les sens. Je suis heureux, je suis vraiment heureux. Je suis heureux d'avoir mes papiers aujourd'hui. Depuis 5 h du matin, nous sommes pointés et on attend. Parce que j'ai besoin de mes pièces. Depuis 2002, on n'a pas de pièces et on souffre. On n'a pas eu les pièces, les cartes d'identité, on n'a pas encore eu les cartes d'identité. Voilà, tout ce monde-là, on dit dimanche, on va voter. Regarde le monde. Au niveau de la société civile, les deux principales coalitions étaient la Convention de la société civile ivoirienne, CSCI, qui regroupait plus de 134 structures professionnelles, religieuses, syndicats et ONG, et la Coalition de la société civile pour la paix en Côte d'Ivoire, COSOPSI. Elles ont toutes deux été accréditées par la CEI comme structure nationale d'observation. Le dispositif mis en place par la CSI comptait 275 observateurs de long terme qui ont suivi sur plusieurs mois l'évolution du processus électoral ivoirien et 725 observateurs de courte durée déployés le jour du scrutin sur toute l'étendue du territoire. La CSI a bénéficié d'un appui financier et technique de plusieurs acteurs internationaux dont l'Union européenne et l'ONU. La COSOPSI a, pour sa part, mené une campagne de sensibilisation de proximité de la population pour le compte de la CEI. Le jour du scrutin, la COSOPSI a déployé 1300 observateurs au premier tour. La CEI avait accrédité une vingtaine de missions d'observation électorale internationale, au nombre desquelles les missions de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, du Centre Carter de l'Union africaine, UA, des représentants des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP, de l'Union européenne, MOE-UE et des ambassades du Japon et des États-Unis, rassemblant environ 423 observateurs. Plusieurs organisations de la société civile d'autres pays africains, notamment le Togo, le Bénin et le Kenya, étaient aussi présentes. Par contre, la CEI a refusé d'accréditer les nouvelles organisations pour le second tour, mais on en parlera lorsqu'il sera question d'évoquer le second tour. Contrairement aux dispositions du chronogramme officiel, la CEI a entamé sa campagne nationale d'information et d'éducation civique moins de 15 jours avant le scrutin.
Cette campagne portait sur les procédures de vote et sur la promotion d'un climat électoral apaisé qui finalement a été réalisé et promu dans tous les médias, y compris par la radio et la télévision, en langue locale surtout. Plusieurs ONG ont par ailleurs reçu des financements de la CEI pour la sensibilisation communautaire. Les électeurs prêts à voter, il ne restait plus que les candidats. Comme nous l'avons signifié dans la vidéo précédente, des mesures particulières ont été prises dans le cadre des accords politiques de Ouagadougou, précédés par les accords de Makoussi et les accords de Pretoria, qui ont permis et la candidature de M. Ouattara et celle de M. Bédié. Mais il y avait aussi un autre candidat. Parmi ces nombreux candidats qui ont bénéficié de certains actes favorables du président Gbagbo pour pouvoir présenter leur candidature à l'élection présidentielle de 2010, au-delà des candidats Bédié et Ouattara, il y avait le cas du comédien Dolo Adama, généralement appelé Adama Daïko. Il s'était porté candidat à l'élection présidentielle de 2010 et le Conseil constitutionnel a dû prendre des dispositions particulières relativement à son cas, afin de lui permettre d'être candidat. En fait, ce candidat étant d'origine malienne et naturalisé ivoirien en 2004, ne pouvait qu'être éligible 10 ans après sa date de naturalisation, donc à partir de 2014. Mais son cas a connu une anticipation particulière. Ainsi, dès l'ouverture des dépôts des candidatures, 20 personnes se sont empressées pour poser les candidatures. Le Conseil constitutionnel, organe chargé de l'analyse de ces candidatures, en a rejeté 6 dans ces 20 déclarations de candidature présentées pour dossier incomplet. Le cautionnement étant élevé à 20 millions de francs CFA et aussi le fait que la loi n'exigeait aucun recueil préalable de signature d'électeurs a donc facilité le cas d'autres candidats qui finalement ont été acceptés par la loi. Il faut signifier que parmi les 20, il y en a 14 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel dans sa décision finale du 19 novembre 2009. Ces 14 candidats sont messieurs Akoto Yao Kwadjo Félix, candidat indépendant, Anaki Kobena Innocent Augustin, candidat du mouvement des forces d'avenir, Bédié Konan Aimé Henry, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, Dolo Adama dit Adama Daïko, candidat indépendant, et Nouakan Douba, candidat indépendant, Gbagbo Laurent du Front populaire ivoirien, Niamey Konan pour l'Union pour la Côte d'Ivoire, l'UPC, Konan Kwadjo Siméon, candidat indépendant, la seule femme, Louès Anne-Jacqueline, épouse Oble, candidate indépendante, Mabri Toakeuse Albert, candidat de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, Ouattara Alassane, candidat du Rassemblement des Républicains RDR, Tagwa Pascal, candidat indépendant, Taou Henri, candidat indépendant, Vaudier Francis, candidat du Parti ivoirien des travailleurs, PIT. Comme vous venez de le voir, 8 de ces candidats représentaient donc des partis et 6 d'entre eux étaient de farouches indépendants. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, une femme était candidate à l'élection présidentielle. En vue des élections présidentielles de 2010, certains de ces partis se sont fédérés en alliance. C'est le cas de la majorité présidentielle LMP, résultante d'un mouvement hétéroclite créé en 2009 qui rassemblait l'ensemble des mouvements gbagboïstes qui finalement a été formé pour l'élection de 2010. C'était l'association du FPI, Front populaire ivoirien, parti créé par le président Laurent Gbagbo, mais encore d'un certain nombre d'autres structures, syndicats, associations, etc., ou individus non militants du FPI, mais attachés à la réélection du président sortant. Face à la LMP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, était l'autre coalition de poids. Cette coalition rassemblait 4 des partis d'opposition, dont le RDL, le PDCI, le MFA et l'UDPCI, qui a été formé comme un front anti-Gbagbo pour organiser le report des voix entre le PDCI et le RDR si un de ces deux partis passait l'étape du premier tour, et quand bien même d'autres partis étaient membres de l'association, il faut signifier que ce sont ces 4 partis qui sont les plus grands. Un programme commun de gouvernement a même été signé le 18 octobre 2010 par le RHDP et est venu renforcer cette alliance, mais ce sera au second tour que tout cela sera effectif. Il faut savoir que les deux candidats PDCI et RDR ont mené des campagnes séparées au premier tour. Avant le début de l'élection présidentielle, un sondage pour mesurer la popularité des candidats probables à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été lancé. Les résultats officiels ont été abondamment diffusés et ils disaient que Laurent Gbagbo arrivait en tête avec 65,90% des voix, Henri Konan Bédié 20,08% des voix et Alassane Dramane Ouattara avec seulement 14,02% des voix. Face à ces résultats qui confirmaient la popularité de M. Laurent Gbagbo, toutes les forces opposées à sa réélection ont immédiatement décidé de se mettre une fois de plus en branle. Alors qu'elle s'attendait à une victoire dès le premier tour, la majorité présidentielle LMP a choisi comme slogan « Un coup KO » qui a été repris dans toute la campagne électorale, alors que le candidat Ouattara avait pour slogan « Ado Solution ».
Pour gagner l'élection présidentielle, il faut convaincre, voire séduire. C'est en ce sens que la campagne électorale a été lancée. Le cadre juridique consacrait des fonds publics au financement des 2 candidats dépassant le seuil de 10% de suffrage sur la base de la loi 2004-95 portant sur le financement des partis politiques. Concernant le contrôle, le texte exigeait simplement le dépôt à la Cour des comptes de la comptabilité des partis politiques, mais pas de celle des candidats. La Cour adressait un rapport au président de la République avec copie au président de l'Assemblée nationale. Le mot de répartition des fonds ainsi que le pouvoir de sanction revenait à l'exécutif qui pouvait, le cas échéant, apparaître juge et partie, et cela a été prévu par le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle qui attendait toujours son adoption par l'Assemblée nationale ivoirienne. En dépit de l'existence d'une loi organique prévoyant un financement public de la campagne présidentielle, une distorsion persistait en faveur des candidats dotés de moyens indépendants. La loi disposait qu'une commission établie par décret devrait fixer le montant global disponible au budget public de l'année électorale. La commission n'a pas été constituée, ni la somme identifiable dans le budget de l'année fiscale 2010. Malgré l'octroi de fonds publics, les candidats à la présidentielle pouvaient aussi cumuler des contributions de sociétés nationales et de personnes physiques. Dans les faits, les directeurs de grandes entreprises, aussi bien d'État que du privé, jouaient ouvertement le rôle de responsables de campagne. Les travaux préparatoires à la loi avaient envisagé, dans un esprit d'équité, un plafonnement des dépenses de campagne. Cependant, cette disposition n'avait pas été reprise dans le texte voté. Concernant la Cour des comptes initiée en 2002 et abandonnée par la suite, elle avait envisagé d'introduire une obligation de transparence de tous ces rapports portant sur l'usage des fonds publics. La loi ne proscrivait que l'utilisation des véhicules administratifs aux fins de propagande électorale, mais ne régissait pas d'autres biens de l'État. Les infractions constatées pouvaient aussi être sanctionnées par une peine d'emprisonnement allant de 11 jours à 2 mois. Enfin, seul le président de la République était tenu de déclarer son patrimoine dès son entrée en fonction et à la fin de son mandat selon la loi numéro 2004-413 du 15 août 2004. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est révélé en tout point convenable. Il a été marqué par une compétition relativement ouverte, par un taux de participation très élevé surtout et des violences qui ont existé mais qui étaient très limitées, très timides, sans oublier une acceptation relativement aisée des résultats. Concrètement, la date de démarrage officielle de la campagne électorale a été fixée du 15 octobre 2010 au 29 octobre 2010, sur toute l'étendue du territoire, donc sur 2 semaines. Cette date apparaissait toutefois comme largement factice. Dans les faits, l'activité de pré-campagne définie par le RDR et le FPI comme le moment précédant la période officielle de campagne, au cours de laquelle ils se sont autorisés tout de même à mener des activités partisanes, les candidats et en particulier les 3 principaux d'entre eux avaient commencé depuis plusieurs semaines leur campagne. Cependant, il faut noter que le nord et le centre de la Côte d'Ivoire étaient entièrement occupés par les forces rebelles, malgré les accords de Ouagadougou du 4 mars 2007. La campagne s'est déroulée dans une atmosphère relativement apaisée. Quelques incidents ont été relevés, comme nous l'avons dit. Il s'est agi le plus souvent d'altération des affiches des candidats ou d'accrochages isolés et mineurs entre militants, etc. La domination des 3 poids lourds de la politique ivoirienne s'est trouvée confirmée par les moyens dont ont disposé les différents candidats. L'ensemble des petits candidats a dénoncé le fossé séparant le budget de campagne de ceux des 3 grands. Leur campagne devenait quasi invisible car pratiquement occultée par les très grands moyens des 3 grands. Seuls les 3 principaux candidats ont donc eu les moyens de vraiment faire campagne hors de la région d'Abidjan. Les stratégies adoptées ont varié. Le candidat Laurent Gbagbo a commencé sa campagne dans l'ouest du pays, fief de feu le général Robert Guéhi, ex-président de Côte d'Ivoire. Il a ensuite concentré ses efforts sur le sud-ouest du pays qui lui était sur le papier sociologiquement favorable et sur Abidjan également. Il y a des gens qui sont en campagne et qui ne veulent pas qu'on parle. Au départ, ils ont dit qu'ils condamnent toute attaque, ils condamnent tout coup d'État. Aussi bien les candidats du PRCI que les candidats du RDR. Et puis, après leur fameuse réunion de Marcoussis, ils sont venus, ils ont dit qu'ils sont en alliance avec la rébellion. Ils ont formé le G7. Et aujourd'hui, il y en a un qui dit non, il n'y a jamais eu de guerre en Côte d'Ivoire. Et il y en a l'autre qui dit je ne saurais accepter d'être le parrain d'une rébellion. Mais qui t'a demandé quoi quelque chose? Ces deux-là, il faut les amener au Goport.
Le RDA a pour sa part négligé la partie nord du pays qui lui semblait largement acquise pour se concentrer sur les zones pro-Gbagbo afin de percer l'électorat du président. Le candidat du PDCI, quant à lui, s'est contenté de tenir quelques meetings de campagne dans sa région natale, le Nzikomwe, ainsi que dans quelques grandes localités du sud du pays, telles que Abidjan. La campagne du candidat Henri Konan Bédié a fortement contrasté avec celle de ses deux grands rivaux, sur le plan des moyens, de son intensité et de son impact médiatique qui ont été moindres. Nous remettrons l'État au service des citoyens pour garantir les libertés. Nous proposerons aux Ivoiriens un nouveau pacte politique qui vise la liquidation des malentendus passés, un redressement du pouvoir et son exercice sur des bases saines. La ville d'Abidjan, qui concentrait le tiers de la population électorale, a été une cible privilégiée pour tous les candidats. En ce sens, pour gagner la bataille d'Abidjan, ils ont tous choisi de mener une campagne de proximité. Ils en ont parcouru tous les quartiers en prenant soin de ne jamais faire s'y rencontrer les militants qui ont eux également évité de céder à la provocation. La ville d'Abidjan était inondée d'affiches géantes, matérialisant ainsi la domination sans partage du cartel des Trois dans cette campagne à l'américaine. Du côté des médias, c'était tout aussi chaud qu'intéressant. Sachant qu'une élection comme la présidentielle doit inéluctablement respecter la constitution de la Côte d'Ivoire et ses lois connexes, en ce qui concerne les médias, elle garantissait subséquemment les libertés fondamentales d'opinion et d'expression selon les articles 9 et 10 de la Constitution ivoirienne. C'est en ce sens que la loi régulait les activités de la presse écrite et audiovisuelle, alors que le code électoral assurait quant à lui un accès équitable aux médias du service public pendant la pré-campagne et la campagne électorale selon l'article 30 nouveau du code électoral d'antan. Le paysage médiatique du pays était composé de la radio-télévision ivoirienne RTI, elle-même composée de deux grandes chaînes de télévision publique TV1 et TV2, ainsi que deux radios nationales, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. À l'exception de TV2, les médias de la RTI couvraient l'ensemble du territoire. De nombreuses radios de proximité qui étaient confessionnelles ou communautaires jouaient également un rôle important et tendaient toujours vers l'apaisement. Il existait aussi un certain nombre de radios commerciales, telles que Nostalgie FM et Jam FM, les plus importantes, qui étaient captées à Abidjan et dans les principaux centres urbains du pays. Elles avaient l'autorisation de diffuser des flashs d'informations n'excédant pas 5 minutes. Onussi FM, la radio de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, était également présente et diffusée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. L'absence de chaînes privées de télévision a été compensée par le développement des chaînes cryptées et du bouquet satellitaire. Les stratégies de communication des candidats Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, et dans une moindre mesure de celles du candidat Henri Konan Bédié, ont été planifiées de longue date et ont nécessité des moyens considérables. La majorité des autres candidats n'a pas pu obtenir ni bénéficier d'autant de préparation ni de moyens équivalents. C'est ainsi que ces candidats ont placardé les postes A2 imprimés aux frais de l'État, mis en place un site web de campagne et là encore, il n'y a que certains, pas tous, qui ont pu placarder des affiches de campagne. L'inexistence de chaînes de télévision privées combinée à l'interdiction de faire campagne par le biais des radios communautaires et commerciales a contraint les candidats en lice de s'appuyer sur d'autres types de médias. Les petits candidats ont dû s'appuyer au premier tour sur les moyens mis à leur disposition par l'État, en l'occurrence les affiches imprimées en format A2 pour assurer leur visibilité. Contrairement aux petits candidats, dans les grands centres humains, les candidats Gbagbo, Ouattara et Bédié ont utilisé un large éventail d'outils de merchandising politique pour mener leur campagne. Ils se sont entre autres appuyés sur des encarts publicitaires dans la presse écrite, aussi sur de l'affichage en nombre sur des sites web créés pour eux et sur des envois de SMS ciblés. Plusieurs artistes ivoiriens ont participé à la campagne de ces candidats, composant, chantant et diffusant des chansons au bénéfice de ces candidats. De principaux médias ont été utilisés pour atteindre les cibles urbaines et rurales. Les rues de la capitale et des villes de San Pedro et Boaké ont été inondées d'affiches au format parfois inhabituel. C'était des affiches hors d'homme, gigantesques, allant jusqu'à recouvrir tout le flanc d'un immeuble de 8 étages ou tout le côté d'un stade de football, ce qui représentait une surface allant de 150 à 350 mètres carrés jusqu'à 500 mètres carrés pour le stade, et cela pour une seule affiche. Par ailleurs, la plupart des candidats ont aussi eu recours au site internet. Les plus modestes d'entre eux l'ont utilisé en raison de son caractère peu onéreux.
Ce sont les candidats Félix Kouadio Yao Akoto, Adama Dolo, Augustin Kobena Anaki, Francis Vaudier, Niamien Konan qui ont utilisé des blogs, des sites web et Facebook pour communiquer. Tandis que les candidats Gbagbo et Ouattara ont mis en place de véritables plateformes multimédia incluant des diffusions TV et radio en ligne, contournant ainsi la réglementation audiovisuelle. Relativement à l'accès équitable aux médias du service public dans la perspective de la campagne électorale, les instances de régulation que sont la CNCA et le CNP ont mis en place un programme garantissant un accès équitable des candidats aux médias de la presse écrite et audiovisuelle du service public. La RTI, la radio-télévision ivoirienne, assurant une mission de service public, a elle également encadré les prestations des candidats dans 3 dispositifs différents. Tout d'abord, une émission quotidienne de 90 minutes dans laquelle 3 journalistes interrogeaient le candidat du jour sur des thèmes tels que la vie politique, sociale ou l'économie. Une période de 2 minutes était aussi dédiée à chaque candidat dans le journal télévisé. Mais il faut préciser, seul le candidat Henri Konan Bédié a refusé de participer à l'émission de 90 minutes face aux électeurs en disant qu'il n'a pas eu de tirage au sort pour déterminer le passage à l'antenne de chaque candidat, mais qu'uniquement le dépôt de dossier avait été pris en compte. Le candidat Laurent Gbagbo ayant déposé son dossier en dernier, il a été le dernier à passer. Sur l'emploi, vous proposez de créer des emplois pour les jeunes, mais en même temps, quelque part dans votre programme, je dis quelque part, je n'ai pas la page parce que j'ai lu 2 éditions différentes, vous parlez de faire appel aux retraités. Je ne suis pas économiste, mais vraiment, quand il faut trouver du travail pour les plus jeunes, faire appel aux retraités, parce que vous savez, dans tous les pays du monde maintenant, l'âge de la retraite est repoussé parce que les gens vivent plus longtemps et par exemple, pendant cette crise, les retraités, par exemple, enseignants volontaires ou infirmiers volontaires ont beaucoup aidé. Autrement, beaucoup de personnes seraient totalement mortes, seraient mortes parce qu'il n'y avait pas d'enseignants dans les écoles, dans les centres de santé, il n'y avait personne. Et moi, je pense que peut-être qu'ils sont partis un peu trop tôt à la retraite, ceux qui veulent revenir. Il faut amener le maximum de gens à travailler. C'est par le travail qu'on accroît la richesse nationale. Alors, quelqu'un m'a laissé dire que peut-être que c'est pour vous rattraper un peu sur le départ volontaire et le départ à la retraite à 30 ans. 30 ans de service. Oui, ben, vous voyez, ce sont des mesures qui étaient exceptionnelles parce que la crise était difficile. Et moi, je voudrais que mes compatriotes reconnaissent que 90 était une année de crise aussi difficile que 99, que 2002 ou qu'aujourd'hui. Vous savez, la situation économique du pays est totalement délabrée. Les problèmes de chômage, les problèmes de pouvoir se nourrir 3 fois par jour. Ce n'est pas beaucoup d'Ivoiriens qui se nourrissent 3 fois par jour. Les problèmes de route. Moi, j'ai visité les 19 régions de Côte d'Ivoire. Je vois quel est l'état du pays. Mais je ne peux pas accepter que mon pays soit dans cette situation avec le potentiel que nous avons. Nous pouvons aller plus loin, vous voyez. Alors, quelle est la solution originale que vous proposez pour résoudre la question de l'insalubrité ? Oui, mais écoutez, donc vous me confirmez dans tout ce que je disais. M. Benchi m'a arrêté, mais fondamentalement, l'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Moi je suis allé visiter des familles à Cocody. Il y a des châteaux d'eau qui sont en construction depuis 3 ans, qui ne sont pas terminés. Les pauvres dames sont obligées de se lever à 4 heures du matin pour être sûrs qu'ils auront de l'eau avant que leur mari n'aille au travail. Et ainsi de suite, je pourrais continuer ainsi. Mais je ne suis pas venu ici pour me lamenter. Je suis venu pour dire aux Ivoiriens que moi j'ai des solutions. Pour finir, chaque candidat a eu la possibilité de diffuser chaque jour un prêt à diffuser au temps d'antenne préenregistré de 10 minutes dans lequel le candidat exposait son programme politique et les télévisions étaient synchronisées avec les radios et le journal du gouvernement. Fraternité Matin a publié dans ses colonnes les points principaux des programmes des 14 et ensuite des 2 candidats. Au second tour, les dispositions similaires ont été prises par la radio Côte d'Ivoire qui, en plus de ses programmes, a synchronisé sur ses ondes la version phonique de l'émission de 90 minutes face aux électeurs.
La campagne du premier tour s'est effectuée sans abus de langage. Avec un verbe haut, il faisait vibrer les foules dans les meetings. Il invoquait surtout dans ses propositions celles déjà sorties en 2000 et qu'il n'a jamais pu mettre en l'occurrence l'école gratuite, l'assurance maladie universelle, la transformation du cacao sur place. Sur d'immenses affiches placardées le long des grands axes d'Abidjan, le candidat à la réélection présidentielle, en l'occurrence M. Laurent Gbagbo, martelait un seul et même slogan. Après la guerre, le développement. Le candidat Gbagbo qualifiait également ses adversaires de candidats de l'étranger, accusés d'être soutenus au choix par la France et le Burkina Faso. La campagne du candidat Gbagbo était confiée à l'agence française Euro-RSCG. L'un de ses dirigeants, Stéphane Fuchs, suivait donc le dossier personnellement en liaison sur place avec la deuxième épouse du candidat, en l'occurrence l'ex-journaliste Nadi Bamba. Fondatrice de l'agence de communication Cyclone, la maison mère d'Euro-RSCG était Havas, présidée par Vincent Bolloré. Nommé le Sphinx de Daoukro, sa ville natale, le candidat Henri Konan Bédié, âgé de 77 ans, faisait de son côté un non-campagne. Il n'a participé à aucune émission sur la radio-télévision ivoirienne durant laquelle il devait détailler son programme et dans son esprit, la victoire paraissait acquise. Il était assuré de passer au second tour et cela n'était qu'une formalité. La vraie surprise est venue du côté de M. Alassane Ouattara. Depuis le début de la crise en Côte d'Ivoire, de nombreux analystes estimaient que ce ex-haut fonctionnaire âgé de 68 ans était trop timoré, qu'il ne fera pas le poids face à un tribun populiste comme M. Gbagbo. Mais il avait élaboré sa propre stratégie et s'était préparé à relever le défi. En phase avec les aspirations du pays, il s'adressait en priorité aux jeunes, auxquels il faisait miroiter la création de centaines de milliers d'emplois. Mieux, il a promis de relancer l'économie nationale sur la base de son expérience au plus haut niveau FMI avec de grands travaux d'infrastructure. Il a promis la construction de nouveaux hôpitaux et universités, une bonne gestion, une lutte sans merci contre la corruption, mais surtout de s'occuper du cas social. Sa campagne a été assurée par une agence locale, en l'occurrence Vaudou Communication, avec l'aide d'une publicité très proche de l'UMP à Paris de Patrice Balbe. Début octobre 2010, l'État français a envoyé son secrétaire général, Claude Guéant, à Abidjan. Étant officiellement l'homme de confiance du président Nicolas Sarkozy, il est venu sous prétexte de tout simplement encourager le processus électoral en Côte d'Ivoire. Sur place, il a répété que la France n'avait pas de candidat. Dans la tête des Ivoiriens, cela signifiait que la France semblait désormais prête à normaliser ses relations avec le futur vainqueur du scrutin. Les socialistes, quant à eux, n'étaient pas en reste. Quelques jours après, Claude Guéant, redoutant visiblement d'être pris de vitesse, ils se sont précipités auprès du président sortant, le candidat Gbagbo, membre de l'Internationale socialiste, afin de lui témoigner leur soutien. Ainsi, Jack Lang et les deux Strauss-Kahniens, Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Marie Le Guéant, étaient les représentants de cette association. À leurs yeux, le dirigeant ivoirien était redevenu fréquentable à partir du moment où il conduisait le pays aux premières élections pluralistes en Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille l'ouvrage de Philippe Bénard, en pleine campagne présidentielle ivoirienne, le PS renoue avec M. Gbagbo. Aussi, la publication du média Le Monde du 10 novembre 2010 de Thomas Hoffnegg et le PS déchiré sur le cas Gbagbo, publié par le média Libération le 27 novembre 2010. Le 31 octobre, après une campagne que certains n'hésitaient pas à qualifier d'exemplaire, les Ivoiriens se sont massivement rendus aux urnes. Dès l'aube, les queues s'allongeaient devant les bureaux de vote et le taux de participation était exceptionnel. Il s'agissait de 83%, du jamais vu sur le continent africain et même dans le monde au cours des dernières années. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère étonnamment paisible, mais en réalité, le plus dur commençait. Car dans la bande des trois, chacun était convaincu qu'il allait l'emporter. Lequel d'entre eux accepterait donc sa défaite au soir du 31 octobre? Telle était la question que tout le monde se posait. Plus concrètement, voici un peu ce qui s'est passé au premier tour, avant le vote des Ivoiriens. Il y a eu un micro-trottoir au tout début du premier tour, adressé aux Ivoiriens, au cours duquel l'on leur demandait qu'est-ce qu'ils pensaient du candidat Gbagbo, quelles sont les choses positives qu'ils retenaient ou qu'ils retiennent de lui. L'école a commencé à être gratuite, surtout au primaire. Maintenant, peut-être qu'on doit revoir un peu au secondaire aussi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai constaté depuis son arrivée. Je pense que Gbagbo a envoyé un grand développement en Côte d'Ivoire. Il a permis de développer la culture ivoirienne. Il a permis aussi d'avoir des marchés, d'avoir de plus grandes routes. C'est ce que je pense de lui. Ce que le président Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire de positif, c'est par rapport à la guerre dans un premier temps. Pour moi, il a su gérer la crise ivoirienne et aujourd'hui on a la paix. Ça, c'est le plus grand, en tout cas,
le plus grand de tout ce qu'il a apporté de positif à la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des infrastructures qu'il a su gérer telles que les routes et il y a aussi comme infrastructure l'autoroute du Nord qui sont en train d'allonger juste à Yamoussoukro. Il y a aussi la façon d'avoir pu payer les fonctionnaires pendant la crise. Il y a tout ça. Voilà entre autres ce que j'ai pu voir de positif qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Le président de la République a fait beaucoup de choses sur vraiment le plan social, sur le plan économique. N'eût été la sale guerre qui est venue vraiment ralentir ses actions. Sinon, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui vraiment en avance, à mon propre avis. Le candidat Gbagbo, pendant sa campagne, déroulant son programme, a même donné un coup d'histoire, évoquant son implication dans les propositions littéraires pour conduire la Côte d'Ivoire à la démocratie et le cas des États-Unis d'Amérique, qui étaient largement dépassés par l'Europe, mais qui ont réussi à se relever. Le candidat Gbagbo avait le soutien de plusieurs acteurs et comédiens ivoiriens, sans oublier les artistes Zouglou, qui ont même sorti une musique en décembre 2009 pour le soutenir. En ce qui concerne les comédiens, celui connu sous le nom de Digbe Cravate a même sorti une vidéo d'humour soutenant le candidat Gbagbo. C'était le show à chacune de ses sorties et l'une de ces scènes qui a marqué sa campagne, c'était lorsqu'il s'est rendu dans le Mont Cavali où il a rencontré une dame victime de la crise qui a dû se faire amputer le bras droit pour vivre. Pour résumer la longue campagne du candidat Gbagbo, voici un élément que nous vous présentons. Je ne peux pas aller à un combat politique sans dire exactement les enjeux de cette bataille et pourquoi je m'engage à gagner. Quand nous étions dans la clandestinité et qu'il a fallu que la lutte change de nature, qu'il a fallu se battre pour les droits démocratiques, j'ai écrit pour une alternative démocratique. Quand il a fallu montrer que derrière pour une alternative démocratique, il y avait un parti organisé qui s'appelait le RPI, nous avons sorti proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça, la culture à laquelle j'appartiens, la culture de l'écriture. Nous voici aujourd'hui à la veille d'un autre combat. Les Américains étaient en retard sur nous. Les Américains étaient en retard sur l'Europe parce que la bataille des firmes pharmaceutiques et les intérêts des assureurs étaient tels que les Américains n'arrivaient pas à créer une assurance maladie. C'est pourquoi Ted Kennedy n'a jamais pu être candidat démocrate. On est taxé d'être socialiste, d'être communiste. C'est pourquoi Ted Kennedy a soutenu jusqu'au bout la candidature de Barack Obama. Non, aujourd'hui, c'est lui qui ne crée pas l'assurance maladie, c'est lui qui ne passe les concitoyens. Il faut définitivement mettre fin à ceux qui pensent que c'est la brutalité seule qui compte. Chaque être humain a en lui de la brutalité et de la violence. Mais un être civilisé, c'est celui qui réussit à dominer la violence qui est en lui. Un exemple. Il y a des gens qui sont allés faire campagne. Ils disent, moi, si je suis président, je vais vous donner des milliards. Il a fait un grand discours, je vais vous donner des milliards, je vais développer la région. Mais quand Gbagbo est venu, l'exemple qu'il a donné était très simple. Il dit, celui qui vient vous dire que lui va vous donner des milliards, parce que quand Blanc donne son argent, vous les Blancs, quand vous donnez votre argent, c'est pour avoir intérêt. Il a donné un exemple très simple. C'est comme une fille qui a besoin d'argent. Mais quand tu lui donnes ton argent, tu attends que les gens en retour. Mais quand il a fini de dire ça, tout le monde a compris. C'est ce genre de président qu'on veut. Le candidat Alassane Ouattara, de son côté, a déployé une stratégie bien claire. Il s'agit de bouffer dans l'électorat de ses principaux adversaires, en l'occurrence le candidat Laurent Gbagbo et le candidat Henri Konan Bédié. Pour le faire, après une tournée rapide à l'intérieur du pays, à Toumoudi, Yamoussoukro, Boaflé, Boaké, Divo, Dabou et consorts, il s'est rapidement concentré sur Abidjan. À Abidjan, il y a eu des scènes où il mangeait du foutou avec sauce graine et d'autres où il s'exprimait avec conviction, déballant son programme. Le
RDR a même annoncé que son candidat aurait parcouru environ 23 940 km, visité 17 régions sur 19 et fait des rencontres ciblées, sectorielles, avec des couches socio-professionnelles et des leaders d'opinion. Voici en quelque sorte le résumé de la campagne du candidat Alassane Dramane Ouattara. La solution. Toumoudi, ville carrefour, dans le pays baoulé, à quelques 200 km d'Abidjan. C'est là que le docteur Alassane Ouattara a décidé d'attaquer le pays profond après 2 journées à Abidjan. Toumoudi se couvre d'une chaleureuse atmosphère d'accueil. Il est 11h14. La foule, compacte, versicolore et enthousiaste, accueille le candidat du RDR. 2 cérémonies en une, Dominique Ouattara se charge de l'investiture de la coopérative Espoir, dont elle est la marraine. Elle saisit l'aubaine pour confier son candidat d'époux aux femmes de Toumoudi. Nanan Guessan peut bénir la cérémonie. Ici comme à Abidjan, Alassane Ouattara dégage les sillons de l'avenir de la Côte d'Ivoire avec la même conviction, la même passion, et le tam-tam parleur en fait l'écho. 13h tapante, direction Yamoussoukro. Au bout de 47 minutes, l'hôtel président s'extasie. Les militants du RDR sont au comble de la félicité. Rideau. Derrière, les chefs traditionnels plantent le décor du conciliabule. Simple litanie exécutée il y a quelques mois, Alassane réitère sa volonté de rebâtir la Côte d'Ivoire et d'abréger des souffrances qui perdurent. Même son de cloche, place 220 logements. La foule parle, bilan. Je suis très heureux de vous dire que nous avons bien commencé la campagne officielle. Vraiment un moment extraordinaire, beaucoup de convivialité, de soutien. Nous avons eu un point de rencontre avec beaucoup de sympathisants, beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles vont voter Alassane Ouattara. Donc j'en suis très heureux. De l'autre côté, le candidat Henri Konan Bédié a fait une campagne un peu moins en vue que celle de ses 2 autres concurrents de taille, qui a extrêmement confiant en sa puissance et son électorat. En ce sens qu'il a réussi sans grand effort à remplir le stade Félix Houphouët-Boigny, à haranguer d'énormes foules à chacun de ses passages et déplacements. Voici un résumé de sa campagne. Il est donc temps de réagir. 5 années d'incompétence de plus nous plongeraient dans l'abîme. Il va y avoir du sport durant la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Au stade municipal de Bouaké, dans le nord du pays, c'est une partie serrée que joue Henri Konan Bédié. L'ancien président de la République a été chassé du pouvoir suprême par un coup d'état militaire en décembre 1999. Désormais candidat du PDCI, l'ancien parti de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié doit à tout prix reconquérir l'électorat, y compris dans le fief de la rébellion. Paris réussit sur les gradins du stade de Bouaké. L'enjeu est de taille car la prochaine présidentielle devrait être pour lui la dernière.
La candidate Jacqueline Louès-Oble a, au cours de sa campagne, harangué les foules et poussé à l'admiration. Seule femme, elle s'exprimait également au sujet de la raison pour laquelle elle est candidate à ces élections de 2010, mais surtout ce qu'elle veut apporter tout en exprimant le ras-le-bol d'une population ivoirienne fatiguée de vivre la guerre au cours de laquelle des femmes sont mortes en séance d'accouchement, une population où il y a la corruption dans tous les concours d'État et d'autres maux sociaux. Elle a fait une campagne chaude en ambiance dans quasiment toute la Côte d'Ivoire. Elle a commencé sa campagne à Grand Bassam en mémoire de ces vaillantes femmes qui ont marché sur la ville pour libérer les maris du 22 au 24 décembre 1949 et elle a terminé sa campagne à Dabou, sa ville natale. Voici un résumé de sa campagne. Les 50 dernières années ont été gouvernées, ce pays a été gouverné par les hommes. Je propose aux Ivoiriens que les 5 prochaines années soient gouvernées par une femme et ils verront la différence. Le pays a été divisé, les Ivoiriens sont divisés. Et pour les remettre ensemble, pour les réconcilier, il ne faut pas quelqu'un de partisan, il faut quelqu'un de neutre. C'est la raison pour laquelle je suis candidate indépendante. Je suis celle-là qui propose d'ailleurs un nouveau contrat social et dénommé le plan Ivoire de reconstruction. Nous sommes tous fatigués. Fatigués de la guerre, fatigués de la pauvreté, fatigués de ne pas pouvoir se soigner. Est-ce que vous savez que dans l'année 2009, est-ce que vous savez qu'au cours de l'année 2009, nous avons perdu 595 femmes en couche? Est-ce que c'est normal dans notre pays? Est-ce que vous savez que nos jeunes ne trouvent pas du travail pour ceux qui ont des diplômes? Ou alors quand ils doivent aller passer un concours, on leur demande de payer des millions. Et en même temps, il y a une liste qui est préétablie à l'avance où des gens n'ont même pas besoin de concourir et ils gagnent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez normal que le petit citoyen qui a volé 2 poulets aille en prison et celui-là, ceux-là qui sont à col blanc dans les bureaux détournent des milliards et ils sont tranquilles? Vous trouvez ça normal? Accueillie par une population totalement acquise à sa cause, Jacqueline Louès-Oble marche sur Grand Bassam pour la libération de la Côte d'Ivoire. Le choix de Grand Bassam pour le lancement de la campagne de l'élection présidentielle de la candidate indépendante n'est pas fortuit. Durant la colonisation, ici, les femmes ont marché pour libérer leurs maris injustement emprisonnés. C'est justement ce combat que les populations disent reconnaître en Jacqueline Oble, regardée comme l'espoir d'une Côte d'Ivoire défigurée par 10 années de crise. Près de 20 ans, dans notre pays, 3 hommes se battent pour le pouvoir. Et à force de se battre, nous avons connu la guerre. Moi, je viens pour les séparer. Et pour séparer des personnes qui se battent, il ne faut pas se mettre derrière un contre l'autre. Je suis neutre. Je suis candidate indépendante. Je suis une femme et je veux rassembler tous les Ivoiriens qui sont divisés. C'est la raison pour laquelle je vous propose tout simplement ce que j'appelais le plan Ivoire de reconstruction. Oui, j'ai un programme de gouvernement. La candidate indépendante Jacqueline Louès-Oble a choisi de tenir son dernier meeting à Dabou, sa ville natale. Tout un symbole. J'ai commencé par Grand Bassam. Ça, c'est un symbole. Parce que les femmes de Côte d'Ivoire, lorsque les maris avaient été emprisonnés, elles ont marché d'Abidjan jusqu'à Grand Bassam et elles ont obtenu leur libération. Aujourd'hui, notre pays a eu des difficultés, nous devons en sortir. Mais pour en sortir, il faut justement le rassemblement de tous les fils et toutes les filles de ce pays. Donc hier, elles s'étaient rassemblées pour faire en sorte que les hommes sortent. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour que notre pays reparte de nouveau. Parce que je parle d'une nouvelle Côte d'Ivoire, une nouvelle Côte d'Ivoire où l'union des fils et des filles est établie, où la paix règne. Le candidat du PIT, Francis Vaudier, a fait une campagne au cours de laquelle il revenait sur la Côte d'Ivoire détruite depuis près de 10 ans et évoquait les nouvelles réponses qu'il proposait tout en soulignant les imperfections qui l'ont interpellé et poussé à se présenter à cette élection de 2010. Voici un résumé de sa campagne. En toutes circonstances, respecter la République et la Constitution. Ça commence aujourd'hui. On ne sait pas comment ça finira demain. J'ai dû
dans le cadre du blocage que nous observons et nous en inquiétons, prendre contact avec un des responsables du PDCI. Il y a 2-3 jours, en disant que la situation est préoccupante. Il faut que nous sortions de l'impasse. Extrêmement important de l'histoire de notre pays. Nous sommes rassemblés dans cette salle comme nous devons nous rassembler autour de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est malade. Les maux sont nombreux, nous les connaissons. L'école, la santé, l'agriculture, la sécurité. Nous sommes écrasés par les problèmes. Et il y a des gens pour trouver cela normal. Est-ce que vous croyez qu'il est normal que les Ivoiriens vivent comme ils vivent aujourd'hui? Aucun Ivoirien sérieux ne peut accepter que cette situation se prolonge. Le candidat Adama Dolo a lui aussi harangué les foules avec son caractère particulier, expliquant la proposition qu'il fait aux Ivoiriens. Il se réclamait le candidat des sans-voix, le candidat de la majorité silencieuse, et il a séduit lorsqu'il s'est rendu au grand marché d'Abobo, à l'hôpital Félix-Houphouët-Boigny d'Abobo, et s'est indigné au sortir de toutes ses visites, car répertoriant de grands défauts qu'il comptait réparer. Au-delà de cela, il a fait un tour d'Abidjan au cours duquel il a mesuré sa cote de popularité. Il a touché tous les sujets, mais s'est accentué sur la cherté de la vie, car comme il le rabâchait, il est un enfant issu de familles pauvres, de quartiers précaires. Il est aussi allé à l'intérieur du pays et voici un résumé de sa campagne. La campagne du candidat de la majorité silencieuse a atteint sa vitesse de croisière ce mardi à Abobo. Il est environ midi quand les populations accueillent dans la ferveur le cortège du candidat indépendant Dolo Adama. La communion est totale entre le candidat se réclamant des sans-voix et les commerçants du grand marché. En des mots simples, Dolo Adama leur a fait comprendre qu'il est l'espoir du peuple parce qu'il a les meilleures réponses à ses préoccupations. Avant d'expliquer aux vendeurs et vendeuses d'Abobo qu'ils ne baigneront plus dans l'insalubrité dès son accession au pouvoir. Pour ce faire, il sollicite le suffrage des Abobolais le dimanche 31 octobre. Après le grand marché, cap sur la formation sanitaire Félix-Houphouët-Boigny d'Abobo. Cette visite permet ainsi à Adama Daïko de mettre le doigt sur l'une des priorités de son projet de société, à savoir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Ivoiriens. Mais le constat sur le terrain n'a fait que le conforter dans le combat. Adama Daïko est un habitant d'Abobo. J'ai dit qu'Adama Daïko est le seul candidat qui vit dans le peuple, avec les réalités du peuple. Je suis venu me rendre compte et j'ai mal le marché où viennent faire le marché, c'est-à-dire les mamans d'Abobo viennent faire le marché est sale. Je viens à l'hôpital, il n'y a pas de matériel. J'ai honte de ma commune à Bobo. Voilà pourquoi je suis candidat pour transformer à Bobo. Ceux qui pensent qu'ils ont des milliards qui peuvent aider la Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant. L'enfant d'Abobo est de retour. L'enfant d'Abobo est venu pour dire en avant la victoire le 31 octobre 2010. En campagne à l'intérieur du pays, Dolo Adama continue le corps à corps avec les électeurs pour obtenir le suffrage au soir du 31 octobre prochain. À Ferry, où il s'est rendu, le candidat de la majorité silencieuse a été accueilli par des populations enthousiastes. Le candidat Dolo Adama rêve de bâtir avec tous les Ivoiriens une Côte d'Ivoire d'excellence adossée sur le travail, valeur essentielle selon lui pour des lendemains radieux. Il faut aller retirer sa carte d'électeur, sa carte d'identité pour voter le 31 et opérer ce changement qu'on souhaite. Ils sont nombreux aujourd'hui qui n'ont pas encore retiré les cartes. Donc nous les exhortons à aller retirer les cartes et voter tranquillement leur candidat que je suis. Nous allons conseiller à nos conseillers généraux, oui, d'acheter des engins pour faire les routes, de mettre à la disposition des paysans et des planteurs de tracteurs afin qu'ils puissent travailler et développer leur agriculture. Nous devons tous lutter pour qu'on sorte de cette pauvreté. Nous sommes venus pour combattre la pauvreté à travers la candidature et j'ai vu une jeunesse mobilisée, une jeunesse spontanée et c'est avec eux que je vais gérer cette Côte d'Ivoire souriante, cette Côte d'Ivoire paisible.
Entre meeting et parade, Dolo Adama prend le temps de traduire sa vision à travers des conférences de presse, comme ici à son QG avec les journalistes sportifs auxquels il a dit son désir de faire du ministère des Sports un ministère de souveraineté où toutes les disciplines bénéficient du même traitement, sans relâche et sans répit. À 48 heures du jour décisif, Dolo se met en confiance et rassure les électeurs en parcourant villages et hameaux pour les rallier à sa cause. Enseignants et à l'école ivoirienne pour avoir fait de lui un citoyen digne. Je viens pour être reconnaissant envers cette école, cette classe, rendre hommage aux enseignants, ceux-là même qui ont formé les cadres de ce pays, ceux-là même qui ont contribué au développement de ce pays, les élèves également qui ont fréquenté avec moi. Je viens leur dire que l'école primaire Adjamé Harris vient de donner à la Côte d'Ivoire son premier candidat aux élections présidentielles. Nous allons créer, dès que nous arriverons aux affaires le 31 octobre, c'est de mettre en place des lycées thématiques. Oui, des lycées thématiques, l'enfant il va à l'école dans la matinée, l'après-midi, si c'est l'élevage, la pêche, la soudure, c'est-à-dire n'importe quel métier, et jusqu'en troisième, au moins jusqu'en terminale, il a un métier sous la main. Le candidat de l'UPC, Konan Niamien, a de son côté fait une campagne moins volumineuse que celle des trois grands, mais une campagne qui a été entendue par bon nombre d'Ivoiriens. Il défendait plusieurs idées, mais la plus en vue était celle selon laquelle il faudrait que la Côte d'Ivoire devienne indépendante et connaisse le développement en s'appuyant sur ses ressources naturelles. Voici un résumé de sa campagne. Le candidat de l'Union pour la Côte d'Ivoire UPCI, M. Niamien Konan, ambitionne de bâtir une Côte d'Ivoire développée et prospère grâce à ses propres ressources naturelles. Dans la campagne de proximité qu'il mène avec son équipe depuis une semaine dans les communes et sous-quartiers d'Abidjan, le discours reste toujours le même. Les jeunes ont stigmatisé les maux dont souffre notre pays depuis des décennies et qui ont pour nom corruption, détournement, crise morale. C'est pourquoi l'homme qu'il faut aujourd'hui, selon eux, est M. Niamien Konan qui a déjà fait ses preuves. Le changement est possible. Ce changement est possible grâce à M. Niamien Konan. Le choix du 31 octobre sera un choix décisif pour la Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens partent voter en toute conscience. Si votre choix se porte sur M. Niamien Konan, la Côte d'Ivoire sera sauvée. On ne peut pas voir les situations dans lesquelles les étudiants vivent dans nos cités universitaires et dire qu'il n'y a rien en face. Et on ne peut pas voir l'état de nos routes et dire qu'il n'y a rien en face. Le sac de roue coûte 22 000. C'est ça qui est en face des Ivoiriens. Je suis venu donc dire aux jeunes qui croient au combat de M. Niamien Konan qu'effectivement, le problème de la jeunesse, c'est le chômage. Il faut donner du travail aux jeunes. Nous aurons véritablement notre liberté et notre dignité. Il y a aussi le candidat indépendant, le pasteur Tagwa Pascal, qui a fait une campagne en exprimant sa volonté d'apporter l'évolution téléphonique, qui est son domaine d'expertise à la Côte d'Ivoire, mais par-dessus tout, fait en sorte que Dieu règne sur la Côte d'Ivoire. Et au centre de son programme, il s'est attaqué à la lourdeur de l'administration et le développement de la riziculture ivoirienne, mais surtout de la tchéké. Il a même terminé sa campagne dans une église. Nous vous présentons un résumé de sa campagne. Il a fait une incursion dans le passé en vue d'instruire le peuple de Dieu sur la mission qu'il veut accomplir. Le pasteur Tagwa Pascal, c'est aussi l'homme d'affaires qui entend apporter son expertise aux Ivoiriens dans le domaine de la téléphonie cellulaire. Le révérend Tagwa Pascal a saisi cette occasion pour rappeler au corps diplomatique chrétien l'intention de Dieu de régner sur la Côte d'Ivoire, d'où sa candidature à l'élection présidentielle. Les appels de Dieu, ce sont des choses qu'on appelle des convictions intimes, qu'il ne faut pas aller crier sur tous les toits, parce que d'abord c'est très intime, et il y a ce qu'on appelle, c'est entouré quand même du sacré, donc on ne le dévoile pas à tout le monde. Mais oui, nous avons cette conviction, et depuis 1985, le chemin parcouru pour aboutir à là où nous sommes arrivés, nous croyons que nous avons vu la main de Dieu, il y a des résultats concrets, et nous sommes confiants que là où nous allons, Dieu nous y appelle afin d'apporter la vraie réconciliation, le vrai développement, dans un climat non seulement de paix, mais de justice et d'équité, mais mieux que cela avec les attributs de Dieu au sommet de l'État. Le candidat Henri Tohou de l'US a de son côté privilégié les porte-à-porte. La rencontre des habitants dans les localités éloignées aussi, et beaucoup rencontré les faiseurs du secteur privé ivoirien tels les coiffeuses, les pharmaciens et consorts. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de rencontrer les habitants des grandes villes car il s'est aussi accentué sur Yopougon, en l'occurrence Koji et Maroc. Voici un résumé de sa campagne. Le candidat indépendant Henri Tohou est à Yopougon, destination
le quartier Sikoji. Il est 16 h, parking du marché. L'arrivée de la délégation de l'Union socialiste du peuple suscite des réactions diverses. Sentiments de curiosité et sympathie mêlés. La messe peut débuter. Les posters aux couleurs blanches du candidat Henri Tohou envahissent le décor. Le contact établi, le candidat Henri Tohou franchit le seuil du marché. L'attente est grande. Elle est même murmurée à l'oreille de Henri Tohou sur fond de confidence. Nous voulons même un marché communal. Maintenant, si l'État peut créer une banque pour nous aider. Une banque? Oui. Voilà ce que je vous propose. Si le 31 vous me votez et que je passe, je vais mettre en place un fonds pour le développement de l'entreprise. Ah bon? Et ce fonds-là va vous permettre d'avoir des crédits. La première année, vous n'allez pas payer les impôts. La deuxième année, vous allez payer la moitié de l'impôt. Et la troisième année, vous allez maintenant payer les impôts comme tout le monde. Quelques pas plus loin, il Issa, commerçant, aborde le candidat. L'espace où il exerçait est parti en fumée depuis plusieurs mois. Le candidat compatit, puis aborde un autre aspect de son programme social. La pension ne doit pas être la chose pour les fonctionnaires seulement. Je pense que tous les Ivoiriens qui travaillent, l'État doit pouvoir faire en sorte qu'à leur vieillesse, et lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, qu'ils aient effectivement une pension. L'option, une fois acquise, Henri Tohou peut sur la place publique délivrer son message, plutôt ses consignes à 18 h entamées. Ce que je voudrais vous demander est ceci. Lorsque vous allez dans les urnes, choisissez plutôt ceux qui sont moins marqués par la crise, ceux qui ont été en dehors de cette tragédie que nous subissons et que nous traversons. Je voudrais qu'à partir de ce 31, il y ait plutôt l'émergence d'une nouvelle classe politique en Côte d'Ivoire. Que cette Côte d'Ivoire soit dirigée par de nouveaux hommes qui ne sont pas impliqués dans la crise en cours, de sorte qu'on puisse aussi doter ce pays de nouvelles institutions capables de résister aux problèmes présents, mais aussi de faire face aux défis de l'avenir. Je voudrais compter sur vous. N'oublions pas le candidat Eno Aka Ndouba qui lui également a rassemblé du monde autour de lui. Il résumait son programme autour de 10 points qui prenaient en compte l'éducation, l'emploi, les relations extérieures, la télécommunication, etc. Et il a beaucoup tourné à Abidjan, surtout à Yamoussoukro. Il a même été à l'église pendant une partie de sa campagne. Il mettait au cœur de sa campagne l'Ivoirien nouveau et il l'a démontré avec sa ponctualité lorsqu'il se rendait à la RTI pour l'émission Face aux électeurs. Arrivé très tôt avec son équipe de campagne, il a été reçu par le CNCA, maquillé puis conduit sur le plateau. Voici en quelque sorte un résumé de sa campagne. Le quartier général de campagne de Eno Aka Ndouba connaît une animation inhabituelle. En effet, le candidat indépendant et son staff de campagne ont rendez-vous au quartier Koweït de Yopougon. À son arrivée, les habitants lui réservent un accueil chaleureux. Les Koweïtiens sont venus écouter les propositions de Eno Aka Ndouba. Le candidat explique alors, en des termes simples et clairs, le contenu de son projet de société où une place de choix est réservée aux défavorisés. Suite à l'émission des 90 minutes face aux électeurs, ils ont été épartés par le programme que je présente, qu'eux ils trouvent que ces programmes sont réalisables. Et c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Et surtout leur demander de garder espoir. La Côte d'Ivoire nous envoie encore l'espoir. Parce que j'aime le dire, la seule chose qui nous garantit, la seule chose qui fait qu'on dise qu'il y a des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons aucun intérêt à détruire ce beau pays. Et comme il est le devoir d'un chef d'État de créer les conditions du bien vivre, c'est ce que je propose à partir de mon programme. Je suis candidat pour tous les Ivoiriens. Je veux être président pour tous les Ivoiriens, sans exception. Il n'y a pas de petit candidat. Pour moi, en tant qu'un homme de Dieu, un candidat, c'est un candidat. Et je crois que ce qui doit être important pour tous les Ivoiriens,
c'est la question du programme du gouvernement. Pour moi, ce qui fait la grandeur d'un candidat, c'est ce qu'il promet aux Ivoiriens. Pas simplement des promesses, mais ce qu'il peut promettre et faire. Le candidat Eno Aka Ndouba, profondément croyant, expliquant les raisons de sa candidature et passant en revue les points saillants de son programme, a dit qu'il n'y a de pauvres que les gouvernants qui utilisent mal la richesse de leur pays, qui jouissent des biens sans penser à ceux qui les entourent et qui souffrent. Si vous regardez les agents, ce qu'ils ont eu comme agents, le tort qu'ils ont causé à la nature et aux hommes, si l'agent était Dieu, il n'allait pas détruire tout ça. Tous ceux qui ont cet agent et qui ne construisent pas, qui ne créent pas le bien-être autour d'eux, qui ne donnent pas la joie autour d'eux, ils vivent dans un quartier et quand vous rentrez dans les quartiers, il y a encore des hommes sans habits qui se promènent. Pour moi, ils sont pauvres. Aka Ndouba prône l'avènement de l'Ivoirien nouveau, celui qui est travailleur et ponctuel. Pour l'émission Face aux électeurs, comme tous les autres candidats avant lui, il est accueilli par le directeur général adjoint chargé de la télévision. Les nouvelles sont échangées avec le CNCA et la RTI. Le staff de campagne est bien représenté. Eno Aka Ndouba est au maquillage. Au studio, le présentateur du jour se prépare. Il est temps de faire venir l'invité. Eno Aka Ndouba s'installe. Face aux électeurs démarre. Dans les couloirs, les accompagnateurs croisent les doigts pour que tout se passe bien. L'émission s'achève au bout de 90 minutes d'un entretien à bâton rompu. Ce passage en direct était une première pour Eno Aka Ndouba. Impression. L'émission a été très bien. J'ai eu le temps d'exposer mon projet, de me faire entendre. Je pense que c'est l'une occasion pour moi de faire véhiculer sur toute l'étendue du territoire ce que j'ai pour la Côte d'Ivoire. S'il y a lieu même de reprendre, ça me fera encore plaisir. Ce que les Ivoiriens doivent retenir, c'est le travail qu'il faut chercher. Parce que pour moi, c'est seulement en rendant utile, en transformant ce que nous avons chez nous, que nous pouvons développer la Côte d'Ivoire. Et surtout, en nous mettant ensemble. Parce qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir construire ce beau pays. Il y avait aussi le candidat Konan Kwadwo-Simeon. Il disait qu'il a une destinée prophétique qui est celle de devenir chef de l'État de Côte d'Ivoire. Pour lui, le transport était une priorité car le développement d'un pays se mesurait aussi et selon lui par rapport à la qualité du domaine du transport. Il a donc encouragé et rencontré beaucoup de transporteurs et échangé avec eux. Voici un résumé de sa campagne. Ce mardi, KKS est allé à la rencontre des transporteurs, précisément ceux de Cocody avec qui le neutre réconciliateur a tenu à échanger. Et qui répare, qui bouche un peu les trous pour que nous puissions circuler, les Ivoiriens soient en sécurité. Parce que si les routes ne sont pas bonnes, les amortisseurs se cassent. À chaque fois, on ne peut pas payer les amortisseurs. La vie est chère. Aux acteurs de ce corps de métier, Konan Kwadwo-Simeon a demandé également de lui faire confiance. Car, dira-t-il, le transport occupe une place de choix dans son programme de gouvernement. Je veux dire à tous les transporteurs de Côte d'Ivoire que je suis sensibilisé aux difficultés du secteur, que le développement d'un pays se mesure aussi à la qualité de son transport et que le transport est une priorité de mon action. Eh bien, les problèmes qui sont posés sont d'ordre d'abord de matériel, le matériel vieillissant. Nous prendrons les décisions qu'il faut pour alléger un certain nombre de taxes sur les véhicules de transport. KKS invite toujours les Ivoiriens à garder la foi qui déplace toutes sortes d'obstacles. Le candidat Félix Akoto Yao a lui aussi fait une campagne très mouvementée qu'il a terminée à Aboisseau. Avec son équipe de campagne, il a visité 35 départements et était convaincu que les Ivoiriens avaient soif de changement. Voici un résumé de la campagne du candidat Félix Akoto Yao. Mission accomplie pour le candidat indépendant Félix Akoto Yao qui a bouclé sa campagne électorale à Aboisseau, Adiaké, Bonois et Grand Bassam ce vendredi.
Une campagne qui lui a permis de prendre le pouls de l'électorat de ces 3 villes, tout comme celui des localités de l'intérieur visitées. Félix Akoto Yao a mis à profit cette campagne pour échanger avec les populations, saisir leurs attentes à l'heure où la Côte d'Ivoire écrit une nouvelle page de son histoire avec l'élection présidentielle du 31 octobre 2010. Pour le candidat indépendant, le bilan de la campagne sur le terrain et l'ambiance générale qui l'ont entouré sont des motifs de réelle satisfaction. Pendant les 15 jours de la campagne officielle, nous avons pu visiter 35 départements et le bilan est positif. Les Ivoiriens ont soif du changement et les Ivoiriens ont trouvé le changement à la personne de Félix Akoto Yao. Je voudrais saluer l'esprit de maturité des Ivoiriens. D'abord, les populations ont bien réagi. Vous avez été témoins. Nous avons rencontré certains candidats. Moi, je considère qu'en politique, nous n'avons pas d'adversaires, mais on a des concurrents parce qu'il s'agit d'une compétition. La presse aussi a joué son rôle. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu difficile, mais je crois que vous avez retrouvé vos repères. En tout cas, je voulais vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait. Pour ne pas être très long, nous allons nous limiter à ces candidats. Après quelques jours de suspense, la commission électorale indépendante CEI a donc annoncé les résultats de ce premier tour. Laurent Gbagbo, candidat du LMP, a obtenu 1 756 504 voix, soit 38,04% des voix. Le candidat Alassane Dramane Ouattara du RDR a obtenu 1 481 091 voix, soit 32,07% des voix. Le candidat Henri Konan Bédié du PDCI a obtenu 1 165 532 voix, donc 25,24% des voix. Le candidat Albert Mabry-Toikeuse de l'UDPCI a obtenu 118 671 voix, 2,27% de ses voix. Le candidat Konan Niamien de l'UPCI a obtenu 17 171 voix, soit 0,37% des voix. Le candidat Francis Vaudier du PIT a obtenu 13 406 voix, soit 0,29%. Le candidat Simeon Konan, indépendant, a obtenu 12 357 voix, soit 0,27% des voix. La candidate Jacqueline Louès-Holz, indépendante, a obtenu 12 273 000 voix, soit 0,27%. Le candidat Pascal Tagwa, indépendant, a obtenu 11 674 voix, soit 0,25% des voix. Le candidat Konan Anaki du MFA a obtenu 10 663 voix, soit 0,23% des voix. Le candidat Adama Dolo, indépendant, a obtenu 5 972 voix, soit 0,13% des voix. Le candidat Ndouba Eno Aka, indépendant, a obtenu 5 311 voix, soit 0,12% des voix. Le candidat Félix Akoto Yao, indépendant, a obtenu 4 773 voix, soit 0,10% des voix. Et finalement, le candidat Henri Tohou de l'USP a obtenu 2 423 voix, soit 0,05% des voix. Le candidat Bédié Kafine, 3e, était donc éliminé. Sans surprise, le candidat Alassane Dramane Ouattara a fait le plein des voix dans le nord, tandis qu'il était dévancé à Abidjan par le candidat Gbagbo. En l'emportant de la moitié ouest, mais surtout en mordant sur l'électorat traditionnel du PDCI dans la moitié sud, le candidat Alassane Dramane Ouattara a réussi à élargir sa base électorale et a surpris toute la Côte d'Ivoire. Après l'annonce des résultats du premier tour, un grand événement surviendra en Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire, à partir de cette période, rentrera dans une dimension particulière, car ça sera l'entre-deux-tours. Ce moment sera le moment le plus attendu, car toute la Côte d'Ivoire sera crispée autour de cette élection qui finalement va confronter les deux protagonistes qui ont été depuis plusieurs mois, plusieurs années sur la langue des Ivoiriens et dont la confrontation était tant attendue. Alors soyez prêts, car dans le prochain épisode, on évoquera le second tour de l'élection présidentielle de 2010, en évoquant la suite de ce premier tour. On n'oublie pas de liker, de s'abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout de partager la vidéo afin que plusieurs Ivoiriens soient au contact de ce qui s'est réellement passé autrefois pour éviter de futurs dommages en 2025. Alors, on se dit à très bientôt.